Cette semaine, pour la dernière de la saison de Mag Hebdo, on va parler du métier encore trop méconnu de sage-femme, puisque cette année, le regroupement Les Sages-Femmes du Québec a effectué plusieurs manifestations afin de faire valoir ses revendications auprès du gouvernement. Pour ce faire, nous allons recevoir deux sages-femmes, Mme Cynthia Perrault ainsi que Mme Claudia Faye, qui est également la présidente du regroupement Les Sages-Femmes du Québec. Tout d'abord, j'aimerais savoir en quoi consiste le métier de sage-femme. Qu'est-ce que ça représente, le métier de sage-femme? Bien, le métier de sage-femme, je vais laisser Cynthia décrire un peu quelle est la responsabilité d'une sage-femme, mais c'est le suivi prénatal, perinatal, donc durant l'accouchement, et postnatal pour la mère et le nouveau-né jusqu'à 6 semaines. Parfait. Et donc, ça se traduit comment pour une sage-femme? Qu'est-ce que c'est une journée typique dans la journée d'une sage-femme? OK. Bien, si j'y vais dans une journée typique, admettons que ma journée typique que je prends, c'est la journée à laquelle je fais du bureau. Donc, je rentre tôt le matin. Je vais voir environ 6 à 8 clientes dans ma journée. Avec chacune des clientes, on va aborder différents sujets, comme par exemple comment ça se passe dans son couple, c'est quoi ses questions, les petits bobos de grossesse, différents sujets aussi qu'on appelle des discussions de choix éclairés, parce qu'il y a différentes étapes dans la grossesse à laquelle la femme a des décisions à prendre, soit seule pour elle-même ou soit avec son conjoint ou pour elle et le bébé. Donc, on ne fait pas juste annoncer à la femme, tu vas faire tel test. C'est plutôt, voici, il y a tel test qui existe, l'utilité, c'est celle-là. Donc, on va vraiment dans le détail là, avec eux pour qu'ils puissent décider qu'est-ce qui leur convient à partir de leurs valeurs, de leurs croyances. Puis ensuite, il y a la partie qu'on dirait plus biomédicale dans laquelle on va faire les paramètres. Donc, on va surveiller les paramètres de grossesse qui sont la pression, la croissance, le cœur du bébé, puis toute autre chose là, qui pourrait se présenter au niveau santé biomédicale. S'il y a des situations qui sortent de notre champ de pratique, si on considère que c'est pas quelque chose qui est lié à la grossesse ou qui semble aller plus vers une situation qui a besoin d'être évaluée médicalement, à ce moment-là, on organise une consultation avec un obstétricien gynécologue dans la majorité des cas pour qu'il puisse évaluer. Donc, une journée ressemble à ça au niveau de la clinique. Ensuite, en général, on rentre chez nous. Puis, en général, à un moment donné, la pagette sonne, comme souvent vers 2 heures du matin. C'est ça, donc ça vous demande vraiment une disponibilité totale durant tout le processus. On peut vous appeler, comme vous disiez, à n'importe quel moment et vous devez être disponible. C'est dans votre mandat d'être disponible et de vous déplacer pour ça. Oui. OK, mais... Il y a vraiment des particularités là, qui font pourquoi on irait voir une sage-femme. La première, c'est que la sage-femme, on dit que c'est l'experte de la grossesse et de l'accouchement physiologique normal. Donc, les femmes qui vont venir voir une sage-femme pour leur suivi de grossesse ont le désir d'avoir un accouchement naturel, c'est-à-dire sans péridurale. OK? Ce qui n'est pas la norme aujourd'hui, on s'entend. On pourra rentrer dans les détails du pourquoi tantôt. Et l'autre chose, c'est la continuité. Donc, les sages-femmes offrent une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça pendant 10 jours sur 14 à temps complet. Ça veut dire que les femmes rencontrent leur sage-femme et celle-ci a une partenaire et elle se partage la garde. Donc, quand la sage-femme principale est en congé, bien, la femme peut appeler la partenaire de la sage-femme les jours de congé. Donc, la femme connaît les deux sages-femmes, et c'est une de ces deux-là qui va être présente au moment de l'accouchement. Et ça, c'est vraiment démontré comme quoi ça diminue les interventions obstétricales, ça diminue les taux de césarienne, le fait d'avoir une personne connue à l'accouchement et d'avoir un soutien. Comme Cynthia l'expliquait, la sage-femme n'est pas là seulement les 10 dernières minutes de l'accouchement pour
attraper le bébé, comme on dit, mais on est là durant tout le processus du travail jusqu'à 3 heures après. Et ça c'est ça qui donne les résultats que les sages-femmes obtiennent. Et là, donc, il y a une portion très biomédicale, comme tu disais, mais il y a aussi une portion très psychologique. À ça doit demander quand même des études assez poussées. À quoi ça consiste, les études pour devenir sage-femme? Le bac sage-femme, c'est un baccalauréat de 4 ans et demi. Le nombre de crédits s'approche de très près d'une maîtrise. En fait, il manque 2 ou 3 crédits pour avoir un niveau de maîtrise. C'est un bac qui se fait beaucoup dans le hands-on, qu'on dit. Donc, ça veut dire que les étudiantes sages-femmes ne sont pas 4 ans et demi sur un campus. Elles ont des périodes sur le campus et elles ont de très longues périodes où elles sont dans le milieu. Donc, en maison de naissance, elles peuvent faire un stage à l'étranger dans le cours de leur cursus. Il y a un stage aussi en centre hospitalier et il y a un stage en milieu communautaire. Mais le plus gros des stages se passe avec une sage-femme par jumelage. On appelle ça le préceptorat. Donc, chaque étudiante a une sage-femme qu'elle suit partout. Partout, partout. Puis, au fur et à mesure qu'elle avance dans son processus, à la fin, c'est la sage-femme qui la suit partout. Donc, c'est l'étudiante qui est rendue à faire tous les gestes, à prendre les décisions. Puis, la préceptrice est vraiment là comme soutien, un peu comme du tutorat, si on veut, à la dernière étape. Donc, c'est un processus qui est long. Puis, quand les filles sortent, elles sont prêtes. Elles sont vraiment... C'est l'Université du Québec à Trois-Rivières qui offre le baccalauréat. Et c'est une formation qui n'est que basée sur la grossesse, l'accouchement et la période postnatale normale. C'est sûr que les étudiantes voient les pathologies obstétricales pour pouvoir les reconnaître, mais on dit qu'on est les expertes du normal. OK. En réalité, s'il y a un problème qui survient, c'est à ce moment-là que vous transférez le dossier à des instances médicales. Des fois, c'est une consultation. Ça veut dire qu'on va aller chercher un avis médical. Le médecin va faire ses recommandations. Puis, en discutant avec la femme, on va appliquer les recommandations. Mais on n'a pas besoin de transférer. Okay. Mais il peut y avoir des situations. En fait, il y a des situations que c'est carrément un transfert. La profession, on a un règlement de consultation et transfert, qui a été établi là, par l'Ordre des sages-femmes du Québec avec le ministère de la Santé. Donc, on a vraiment des critères très stricts à observer pour dire, bien ça ne fait plus partie de notre champ de pratique. On est dans l'obligation de consulter ou de transférer. Et ce qu'il faut dire, c'est que plus de 80% des grossesses et des accouchements sont normales. C'est sûr que quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on n'a pas cette impression-là. Quand les femmes parlent de leur grossesse ou de leur accouchement, souvent les gens vont dire « j'ai une grossesse à risque », mais ce n'est pas la réalité. C'est plus de 80% là, des grossesses qui sont normales, donc qui peuvent être suivies par une sage-femme. Et c'est important, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est ramener l'accouchement à la première ligne, c'est-à-dire les sages-femmes et les médecins de famille. Parce qu'actuellement, au Québec, je crois qu'il y a environ 60% des accouchements qui sont assistés par des gynécologues obstétriciens. Les gynécologues obstétriciens, ce sont des spécialistes des pathologies et des grossesses à risque. Donc, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on va mettre de l'argent sur un spécialiste quand ce n'est absolument pas nécessaire. Ces spécialistes-là devraient être réservés pour des grossesses à risque, des complications et des problèmes gynécologiques chez les femmes. Le rapport est un peu inversé, dans le fond. Il y a beaucoup plus d'accouchements normaux qui pourraient être faits par des sages-femmes, alors que c'est complètement l'inverse. Tout à fait, oui. Et j'imagine que les coûts sont moins grands que pour un spécialiste. Oui, tout à fait. À ce niveau-là. Et normalement, pour voir un spécialiste, on doit voir un médecin de famille pour avoir une demande de consultation auprès d'un spécialiste. Mais au Québec, pour ce qui est des gynécologues obstétriciens et des pédiatres, on n'a pas à voir un médecin de famille pour avoir une référence. On peut y aller directement. Et à mon avis, c'est une mauvaise utilisation de nos ressources.
Et qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, que c'est pas plus commun que ça, que les gens aient recours au service d'une sage-femme? Est-ce que c'est une question de visibilité? Est-ce que c'est une question de démystifier la profession? Oui, c'est certain qu'il y a énormément de méconnaissances par rapport à la pratique sage-femme. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que c'est couvert par la Régie d'assurance maladie du Québec, par exemple. Cette année, en 2014, ça va faire bientôt 20 ans que la pratique existe au Québec de façon encadrée. Donc, il y a eu 5 années de projets pilotes de 94 à 99 pour évaluer la profession, et la profession a été légalisée depuis 1999. Et ça, c'est relativement tôt, relativement tard par rapport au reste du Canada? Au reste du Canada, bien, l'Ontario a été légalisé, la profession, en 94, la Colombie-Britannique en 98, et au Canada, il y a toujours des provinces et territoires où la profession n'est pas légalisée. Okay. Comparativement à l'Europe, quand on regarde, la sage-femme, c'est la première intervenante qui est consultée pour le suivi de grossesse et l'accouchement. Donc, on est en retard et il y a beaucoup de travail à faire là, pour se rattraper, mais les études démontrent clairement que les femmes suivies par une sage-femme ont de meilleurs résultats, moins d'interventions obstétricales, des taux moins élevés de césarienne, des coûts moindres pour le système de santé et aussi une meilleure satisfaction. Donc, c'est clair que c'est un domaine à investir. Et de nos jours, qui a recours au service d'une sage-femme? Chez quelle classe, quelle couche de la société est-ce qu'on retrouve le plus de gens qui ont recours au service des sages-femmes? Mais je pense que de plus en plus, ça se démocratise. Je vais dire ça comme ça. Il y a eu une époque où est-ce qu'on avait beaucoup de clientes qui étaient très éduquées, qui avaient beaucoup des diplômes universitaires, donc des femmes qui s'étaient informées. De plus en plus, on a des femmes qui disent « Ah, ma belle-sœur a eu un suivi sage-femme, ma n'importe, mon amie, ma cousine. » Donc, tranquillement, on arrive à avoir des femmes qui n'ont pas nécessairement des études, mais qui sont sensibles au fait qu'elles ont envie d'être partie prenante du processus. De pas juste être quelqu'un qu'on évalue pour voir s'il va bien, mais quelqu'un qui va le vivre et être pris en considération dans son vécu. Donc, on a de plus en plus de femmes de tous les milieux, je dirais. Alors, le message se passe quand même. C'est un effet peut-être de bouche à oreille, peut-être d'influence, plus que par les médias, plus que par... Oui, parce que je dirais que les femmes sont très sensibles aux témoignages d'expérience. Donc oui, quand une sage-femme parle de son expérience de sage-femme, bon, je vous cacherai pas que je suis convaincue de ce que je fais, mais quand elle entend son amie, sa voisine, lui raconter ce qu'elle a vécu, ça va toucher une fibre différente. Donc, ça passe beaucoup par là. Puis aussi, tranquillement, on a des services qui desservent des populations plus défavorisées aussi. Alors, s'il y a un travail à faire, ce serait surtout d'information pour que les gens... Parce que je pense que si les gens sont au courant de tout le bien que ça peut apporter, il y aurait nécessairement plus de gens qui participeraient à ça, forcément. Tu sais, le commentaire numéro 1 qu'on entend, c'est pas sécuritaire. C'est clair. Longtemps, je me disais, il me semble que ça a été démontré à multiples reprises, il faut qu'on arrête d'en parler. Mais je me rends compte qu'il faut continuer d'en parler. Toujours taper sur ce cul. Oui, parce que c'est vraiment, tu sais, souvent le premier commentaire qui va sortir dans une conversation avec quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est, tu sais, des sages-femmes. Et il y a cette idée que l'accouchement à l'extérieur de l'hôpital n'est pas aussi sécuritaire. Et pourtant, c'est faux. Et je vous dirais même que c'est plus sécuritaire. Selon les études, toute la notion de sécurité repose sur l'intervenant qui est présent au moment de l'accouchement. Si l'intervenant est qualifié, si c'est quelqu'un qui travaille bien, qui a la formation adéquate, l'accouchement, il est sécuritaire. Okay? Et c'est sûr que les sages-femmes ne suivent que des grossesses normales, des femmes en bonne santé.
Et les sages-femmes offrent aussi 3 choix de lieu de naissance. Donc, il y a la maison de naissance qui est choisie par environ 80 des femmes, le domicile qui est environ 18 et le centre hospitalier 2 Donc, la demande des femmes n'est pas d'accoucher à l'hôpital. Et il y a eu un sondage SOM en 2005 commandé par le ministère de la Santé et Services sociaux et un sondage CROP commandé par la CSN en 2010, si je me souviens bien. Et selon ces sondages-là, environ 25 des femmes souhaiteraient pouvoir accoucher à l'extérieur de l'hôpital. Donc, il y a une forte demande et les études, ce qu'elles ont démontré, c'est que l'accouchement en dehors de l'hôpital pour des femmes en bonne santé, que c'est un choix sécuritaire et les résultats le démontrent clairement. Dans ce cas-là, la croyance, la fausse croyance que c'est plus sécuritaire à l'hôpital, selon vous, ça vient d'où ou pourquoi les gens ont l'impression encore que c'est dangereux? Moi, je pense qu'il y a eu, malheureusement, quand le mouvement, si on veut, des accouchements à domicile s'est fait vers les hôpitaux, il y a quand même eu beaucoup de campagnes de peur faites auprès de la population, comme quoi c'était dangereux d'avoir un accouchement hors centre hospitalier. Fait que moi, je pense que ça, veux pas, quand tu institues une culture de peur, c'est quelque chose qui se transmet. Et d'où elle part, cette culture-là? De qui a intérêt? Bien, c'est sûr que là, on rentre dans des détails historiques, là, mais si on retourne avant 1920, les accouchements avaient lieu majoritairement à domicile. Puis jusque dans les années 50, dans les régions aussi, si on exclut Montréal, la majorité des femmes accouchaient encore à domicile. Au moment où est-ce qu'ils ont amené les accouchements à l'hôpital, ceux qui avaient avantage à ce que ce soit à l'hôpital étaient les médecins, parce que ça donnait une exposition à leurs étudiants à des accouchements. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y avait pas une bonne volonté en arrière. Là. Le désir de donner des bons soins est là, c'est certain, là, chez les médecins, puis dans ce processus-là, mais reste que c'est ce qui a nourri la peur de dire venez à l'hôpital parce qu'à dehors de l'hôpital, c'est dangereux, il n'y a pas de... Il faut dire aussi que quand ça s'est passé, il n'y avait pas tellement plus de moyens d'intervention à l'époque, en 1920, que ce qu'on a maintenant, tu sais, que ce qu'on n'avait pas à l'hôpital. Là. Il n'y avait pas vraiment de grande différence. C'est sûr qu'avec le temps, ça a changé. Mais je dirais, pour ajouter sur ce que Claudia disait par rapport à la sécurité aujourd'hui, c'est aussi que justement, on travaille en collaboration avec des équipes médicales. On n'est pas en vase clos, ce qui fait qu'on travaille en prévention. Quand on est avec une cliente à domicile puis qu'on commence à avoir des petits flags jaunes, on n'attend pas qu'ils soient rouges. Tu sais, on va commencer tout de suite à aborder avec la femme, bon, pour telle raison, moi, j'envisagerais qu'on quitte puis qu'on se rende à l'hôpital. Donc, ça fait partie... Vous n'êtes pas en réaction à un problème qui survient, vous anticipez le problème. Autant que possible. Il faut être honnête, il y en a des problèmes qui surviennent qu'on n'anticipe pas. Ça s'appelle des urgences. Puis ça, on a toute la formation pour les gérer à domicile, à la maison de naissance, à l'hôpital. Peu importe où on est, la formation puis les gestes sont les mêmes. C'est les mêmes formations aussi que dans le milieu médical. Donc, c'est vraiment, cette partie-là est la même. Mais c'est sûr qu'il y a des interventions qu'on ne fera pas à domicile. On ne peut pas faire une césarienne ou des choses comme ça à domicile. Mais on s'entend que c'est quand même une minorité de femmes qui vont avoir besoin de ces interventions-là. Et en fait, il va y avoir des signes, là. C'est pas des interventions qui arrivent comme ça. Donc, durant le travail, on va transférer la femme pour laquelle on a des petits drapeaux jaunes, là, OK? Et la majorité des transferts qui sont effectués le sont pour des arrêts de progression ou pour le soulagement de la douleur. Des transferts urgents, on en voit très, très peu. Et quand ça se produit, les transferts sont faits de façon sécuritaire pour aller obtenir les soins nécessaires le plus rapidement possible.
Et ce qui nous démontre que ça fonctionne et que c'est aussi sécuritaire, ce sont les chiffres, les statistiques. Donc, si le taux de morbidité, on entend par là complications, et le taux de mortalité périnatale était plus élevé avec les sages-femmes, bien là, il y aurait de grosses questions à se poser, mais ce n'est pas le cas. Les taux de mortalité, je vous dirais, pour des populations similaires est le même, et les taux de morbidité sont de loin très inférieurs avec les sages-femmes. Donc, ce que ça démontre, c'est que c'est une pratique sécuritaire et qui donne de bons résultats. Et les sages-femmes, comme Cynthia le disait, elles ont la même formation que les médecins gynécologues obstétriciens ou les médecins de famille en urgence obstétricale. Donc, comment on gère une hémorragie, comment on gère une dystocie de l'épaule, le bébé qui est coincé à l'épaule sous la symphyse de la mère, toutes les urgences qui existent, et aussi en réanimation néonatale avancée. Donc, si le nouveau-né a besoin d'assistance ventilatoire au moment de la naissance, la sage-femme, elle est formée pour faire la réanimation, pour intuber le nouveau-né, pour administrer les médicaments nécessaires, et la même chose pour la mère. Donc, c'est ce qui fait que la pratique est sécuritaire. Complètement. Tout à fait. Ensuite, le regroupement des sages-femmes du Québec en tant que tel, vous avez été visible cette année. Vous avez fait des revendications, vous avez fait des manifestations, dont celle le 30 en juillet dernier à Sherbrooke devant les bureaux de M. Hébert, ainsi que le 30 octobre dernier à Montréal devant les bureaux de Mme Marois. À ce moment-là, quelles étaient vos revendications? Pourquoi on a manifesté cette année? D'accord. Donc, la profession, comme je disais tantôt, elle est égalisée depuis 1999. Les sages-femmes ont signé leur première entente pour les conditions de pratique en 2004. Donc, ça a fait 5 ans pour signer la première entente. La première entente était échue en 2005 déjà, et elle a été prolongée par décret jusqu'en 2010. Donc, les sages-femmes n'ont pas pu renégocier leurs conditions avant 2010. Et à ce moment-là, on avait l'intention de renégocier, mais le gouvernement a décidé de ne pas négocier, d'y aller par décret. En 2005, exactement. Et là, en 2010, nous, on a dit, bien là, c'est le temps pour renégocier. Il y a énormément à faire. Je vous dirais que la première entente qui a été signée, elle a été signée sous menace d'un décret, et que ce qui a été accordé aux sages-femmes à la base, au départ de la profession, était tout à fait inadéquat. Donc, nous, dans la négociation actuelle, on a un rattrapage majeur à faire, et on est en négociation depuis juin 2011. Donc, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on est en négociation. C'est extrêmement ardu. Chaque gain qu'on obtient, on l'obtient de haute lutte. Vous avez mentionné ces 2 manifestations-là, mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis particulièrement février dernier. Et on fait entendre notre voix sans arrêt pour dire ça n'a aucun sens. Il faut que les sages-femmes soient reconnues financièrement, entre autres par rapport à la garde des sages-femmes. Donc, nos 2 grandes demandes concernant la négociation actuelle concernent la garde des sages-femmes. Tantôt, on expliquait qu'une sage-femme est de garde 10 jours sur 14. Donc, actuellement, les sages-femmes reçoivent $1 de l'heure de garde. Alors que tous les professionnels du réseau de la santé obtiennent 1 heure de salaire pour 8 heures de garde. La sage-femme, elle reçoit $8. Okay. Et au gouvernement, on justifie ça comment, cet écart-là? C'est une vocation, ça fait partie de comment on travaille. C'est notre choix. On se sert du même argument que pour les enseignants, que pour tous les métiers de passion. Donc, et aussi, une sage-femme, lorsqu'elle travaille le soir, la nuit, la fin de semaine, elle n'obtient aucune prime pour horaire défavorable. Alors que à partir du préposé aux bénéficiaires dans un hôpital jusqu'au médecin spécialiste,
tout le monde reçoit des primes d'horaires défavorables quand ils travaillent la nuit. Les sages-femmes, on n'en a pas. Donc ça, c'est les deux grosses demandes pour notre entente. Il faut dire que les sages-femmes du Québec sont les moins bien rémunérées de tout le Canada. Et elles sont moins bien rémunérées même que les sages-femmes qui sont au Manitoba et en Saskatchewan. Tu sais, je ne parle même pas des provinces où le coût de la vie est élevé. Et l'année dernière, on a environ 15 nouvelles graduées qui ont fait leur entrée là, sur le marché du travail, qui ont gradué du baccalauréat. Et sur 15, il y en a 2 qui ont quitté le Québec pour aller travailler dans une autre province. Alors, le gouvernement actuel semble vraiment mettre les efforts nécessaires au niveau du développement de la profession. Je pense qu'ils ont compris que ça sauve de l'argent et que ça donne de très bons résultats. Donc, ils investissent de l'argent, ils font des annonces pour des nouveaux services de sage-femme et maisons de naissance et on les félicite hautement. Mais pour avoir des sages-femmes qui vont travailler dans ces services de sage-femme-là, bien, il va falloir les attirer et les retenir dans la profession au Québec parce qu'actuellement, ce n'est pas très reluisant. Donc, on attend d'une heure à l'autre une réponse de la part du ministère sur aujourd'hui sur une demande qu'on a faite là, pour arriver à régler cette négociation-là. On souhaite vivement que la négociation puisse aboutir et de façon décente. Parce que les sages-femmes ne veulent plus être traitées de façon injuste dans leurs conditions de pratique. Et en ce moment, il y en a combien de sages-femmes au Québec? On est environ 160 sages-femmes. Donc, on parle de l'ajustement, en fait, de coût total. Il ne représente pas des coûts énormes. On ne parle pas de milliards de dollars. On parle de quelques millions pour pouvoir régler permettre une négociation décemment. Et c'est pas d'aller tirer des avantages, c'est juste d'être en équité avec ce qui se fait ailleurs. Exactement. Vous n'avez pas des revendications qui sont supérieures aux autres métiers dans le domaine de la santé. Tu sais, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Ontario la semaine dernière ou il y a 2 semaines. La profession a déposé une plainte au tribunal des droits humains concernant l'iniquité de leur salaire, par rapport à leurs responsabilités, leur champ de pratique. Et les sages-femmes de l'Ontario gagnent environ 40 000 $ de plus qu'une sage-femme au Québec. Qui gagne combien en moyenne? Mais le salaire d'entrée actuellement est d'environ 50 000 $ et on reçoit 3 800 $ environ pour notre garde. Donc, c'est de loin inférieur à tout le reste du pays. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on a pour l'entrevue. Est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez dire en terminant pour compléter? Une petite chose, il y a un mouvement populaire en Montérégie pour le développement des services de sage-femme. Ça s'appelle le mouvement Maison de naissance Montérégie. Ce mouvement-là, quand il a commencé à faire ses travaux en 2005, ils ont travaillé très fort. En fait, ça a permis l'embauche d'une chargée de projet à l'agence de la Montérégie qui a mis en place un plan de développement pour l'ensemble de la Montérégie de 5 maisons de naissance. En ce moment, on en a une à Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait à Richelieu, associée à l'hôpital de cette région-là, mais on espère que le développement pour les 4 autres maisons de naissance va suivre dans les prochaines années. Et puis, bien, une dernière chose, c'est que j'inviterais la population à visiter notre site web qui est au www.rsfq.qc.ca. Il y a une pétition en ligne pour appuyer les sages-femmes dans leurs négociations. Bien, merci beaucoup, Claudia. Bien, merci. Merci, Cynthia. Merci.